Mes chers camarades, bien le bonjour. Les blockbusters, c'est pas un phénomène nouveau, hein. Déjà au théâtre, à l'époque, jadis, on avait des pièces qui explosaient tous les records. Et il y en a une, en particulier, qui a marqué l'histoire au point qu'elle est devenue célèbre dans le monde entier. Et cette histoire, c'est celle de Cyrano de Bergerac. Le nom de la pièce renvoie à son personnage bien connu de duelliste provocateur avec un grand nez. Un personnage qui est devenu, d'après Wikipédia, je cite, un archétype humain au même titre que Hamlet ou Don Quichotte. Pour résumer, Cyrano, il pèse dans le game, quoi. Mais perso, je savais pas que Cyrano était en fait inspiré d'un vrai Cyrano de Bergerac qui a eu une vie assez étonnante. Alors, dans la ville de Bergerac, on retrouve un espace dédié à Cyrano de Bergerac qui s'appelle le Quai Cyrano, et du coup j'ai envoyé mes équipes là-bas pour y voir un petit peu plus clair sur cette histoire. Donc Bergerac, ville située sur le cours de la Dordogne, dans le département du même nom. Cette ville, c'est la porte sud de la Dordogne, connectée à la Gironde et au Lot-et-Garonne voisins. Une ville d'origine romaine et qui a connu son premier développement important au Moyen-Âge, notamment grâce au trafic fluvial, la Dordogne étant une voie d'exportation vers l'estuaire de la Gironde. Et le cloître des Récollets, lui, date du XVIIe siècle, à l'époque où cette place forte, qui était une place forte protestante, parce que nous sommes en terre protestante, a été, on va dire, mise au pas par le roi Louis XIII et son ministre, le cardinal de Richelieu. Donc cet ensemble a fait partie d'une réimplantation en fait, de la religion catholique à Bergerac, dans un couvent, le couvent dit des Récollets, installé dans les années 1630. Le couvent n'existe plus. Le bâtiment a connu bien des vicissitudes, mais il fait désormais partie, ainsi que le cloître, d'un tout nouvel ensemble ouvert à l'été 2019 qui s'appelle le Quai Cyrano. Le Quai Cyrano, c'est un lieu unique qui est la vitrine du territoire. D'abord, vitrine touristique, puisqu'il regroupe l'Office du tourisme. Vitrine viticole, puisque l'espace vin présente et permet de déguster les productions du terroir de Bergerac. Vitrine culturelle, avec la microfolie, le musée virtuel de Bergerac. Et enfin, le lieu dédié à Cyrano de Bergerac, qui a tant fait pour la renommée de la ville. Ça fait très longtemps qu'à Bergerac, on cherchait à consacrer un lieu à cet extraordinaire personnage qui a tant apporté à la renommée de notre ville. Mais de quel lieu pouvait-il s'agir? Un musée aurait supposé des collections. Un centre de documentation pour qui et pourquoi faire. Donc ce qu'il a été choisi de faire, c'est une scénographie. Une scénographie qui rend hommage au personnage, qui rend hommage au théâtre, et qui surtout nous permet, en suivant le déroulement de la pièce d'Edmond Rostand, acte par acte, et guidé par un comédien virtuel, d'entrer petit à petit dans la connaissance intime du personnage de Cyrano et de faire la part des choses entre la légende créée par Edmond Rostand, le personnage légendaire, le personnage de fiction mondialement connu, et le Savinien de Cyrano de Bergerac, historique, l'auteur, poète et soldat du XVIIe siècle, oublié, très peu lu de nos jours, et de voir leur relation, comment Rostand a construit sa pièce, comment il a construit la légende et le mythe de ce personnage. Et tout au long de la scénographie, facette par facette, découvrir des pans de notre histoire littéraire, de notre gastronomie, de l'histoire du théâtre, et célébrer en un même lieu le terroir de Bergerac, le personnage de Rostand, le Cyrano historique, et le théâtre. Donc Savinien de Cyrano de Bergerac est en fait un Parisien, né en 1619 et mort en 1655, et qui fait partie des auteurs un peu oubliés, qui ont été redécouverts par la suite, et notamment par Edmond Rostand, qu'on peut désigner comme un des premiers auteurs de science-fiction français, avant l'heure, puisqu'il a été un des premiers auteurs à imaginer des moyens rationnels de se rendre sur la Lune, dans un roman publié à titre posthume, en 1657, qui s'appelle « Histoire comique des États et empires de la Lune et du Soleil ». Il a eu une vie brève, intense, marquée par la provocation, et on ne sait pas grand-chose de lui, en fait, parce que tout ce qu'on sait de lui, en tout cas à partir du XVIIe siècle, c'est son ami Henri Lebret,
qui apparaît d'ailleurs dans la pièce de Rostand, comme personnage secondaire assez important. C'est Henri Lebré qui a écrit une préface justement dans son livre posthume et qui, pour éviter les foudres de la censure, a quelque peu arrangé la biographie de son ami. Donc ce que l'on sait de source sûre, c'est qu'il est né à Paris, qu'il n'était pas gascon. Mais nous y reviendrons plus tard sur pourquoi le nom de Bergerac, qui sonne Gascogne, qui sonne Sud-Ouest. Donc il n'était pas gascon. Il a été soldat pendant la guerre de 30 ans, dans la 13e compagnie des gardes nobles du capitaine Carbon de Casteljaloux. Donc là, entouré de soldats gascons, bien qu'il ne l'était pas lui-même. Et toute sa vie, en fait, a été marquée par la provocation et le scandale, parce qu'il a écrit des pamphlets, il a écrit des mazarinades, il a écrit des pièces de théâtre qui ont été très vite soit contestées, soit interdites de représentation. Une tragédie, Agrippine, une comédie, Le Pédant joué. Et après sa mort, à l'âge de 37 ans, il a été complètement oublié et redécouvert au XIXe siècle, notamment par Théophile Gautier, qui en 1844 publie un ouvrage qui s'appelle Les Grotesques. Les Grotesques, en fait, c'est un livre sur les auteurs oubliés du début du XVIIe siècle, on va dire avant l'âge classique, avant que l'Académie française, le Grand Siècle, Louis XIV ne mettent en place, on va dire, une police de la langue, de la bienséance, voilà. Et donc, les auteurs du XIXe siècle redécouvrent ce personnage, redécouvrent ses écrits, redécouvre justement son roman « État et empire de la lune et du soleil » et ils le remettent à l'honneur. Parmi les maquettes des machines lunaires de Savinien, il y en a une qui est particulièrement belle et qui est très attachante à mes yeux, c'est celle de la fusée à étage. Parce qu'il faut savoir que Savinien a été le premier auteur à imaginer le concept de fusée à étage, c'est-à-dire un étage de propulsion qui s'allume, hop, le véhicule s'élève dans les airs, dans l'atmosphère, largue la première couronne de fusée, une deuxième couronne de fusée s'allume, et ainsi de suite. C'est tel quel dans ce roman de 1657. Et ce que j'ai demandé aux maquettistes au cours de la phase de conception, c'est il nous faut quelque chose qui évoque à la fois la science, les débuts de la science moderne au XVIIe siècle, c'est l'époque de Galilée, de Descartes, voilà, mais que la machine ressemble encore à quelque chose d'un peu alchimique, quelque chose de baroque, avec beaucoup de fantaisie. Donc je vous invite vraiment à venir l'admirer sous toutes les coutures à l'acte 3 de la scénographie. Le personnage de Rostand est un provocateur, ne serait-ce que dès l'acte 1, il déboule, il interdit au comédien Montfleury de commencer sa pièce, il provoque un spectateur en duel, il attire toute l'attention sur lui, vraiment le provocateur, un provocateur belliqueux, duelliste, acharné. Ça, le vrai Savinien, eh bien c'est probablement vrai. Le vrai Savinien avait une réputation de querelleur, de duelliste, mais là encore c'est filtré par son ami Henri Lebré dans la préface de État et empire de la lune et du soleil. Ses camarades de régiment l'auraient surnommé le démon de la bravoure parce qu'il était sensible à la provocation et souvent, voilà, se serait souvent battu en duel. Garde les pieds, l'escarmouche, le cours, le frein, et là, long, à la fin de leur voix, ça touche. C'était un poète et dramaturge, donc ce qu'est exactement le personnage de Rostand. Le Cyrano de Rostand est un amoureux déçu, amoureux de sa cousine Roxane. Et sur le Savinien de Cyrano historique, on ne connaît aucune relation, aucune amour féminine. Là, on pense encore que son ami Lebré a filtré les éléments dans sa courte biographie. En fait, il est fort probable que Savinien était homosexuel. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Il y avait tellement de matière à brasser pour écrire cette scénographie. On a pris le parti de se mettre dans la peau d'un comédien imaginaire, Antoine, qui est casté pour le rôle de Cyrano de Bergerac et qui, comme le visiteur, ne sait pas grand-chose. Il connaît la légende du personnage, il connaît la pièce, même peut-être de réputation, sans l'avoir vue, et il va devoir entrer petit à petit dans le personnage. Du coup, la scénographie, le parcours,
est découpé en plusieurs étapes qui suivent la pièce d'Edmond Rostand. Donc après un espace prologue où le visiteur arrive dans une ambiance de casting moderne, il entre dans la salle numéro 1 qui est consacrée aux coulisses du théâtre, au monde du théâtre, des costumes, des bornes multimédia sur Edmond Rostand, sur Savinien de Cyrano de Bergerac, le personnage historique. Et hop, à partir de la salle suivante, l'acte 1, l'hôtel de Bourgogne. Là, on parle du duel. On parle du personnage provocateur, on peut essayer de se déguiser, de mettre le nez de Cyrano, de mettre la perruque des Précieuses, de découvrir en fait qu'est-ce que le duel, en quoi consistait cette pratique. Ensuite, on passe à l'acte 2, qui est consacré, l'acte 2 dans la pièce de Rostand, qui se passe chez Ragueneau, le pâtissier-rôtisseur des poètes. Et là, c'est un espace entièrement consacré à la gourmandise, à la découverte des débuts de la grande cuisine à la française, qui est née à l'époque de Louis XIII et du cardinal de Richelieu, qui est née au XVIIe siècle. Et là, on découvre les ingrédients qui sont entrés dans la cuisine française. J'en profite au passage pour dire que c'est la pièce de théâtre qui a le plus d'aliments sucrés, salés, acides, enfin toutes les saveurs cités. Il y a 51 mets et délices qui sont cités dans la pièce. Ensuite, on passe à l'acte 3, qui est consacré à la scène du balcon, avant de retomber à l'acte 4, dans le fracas de la guerre de 30 ans et du siège d'Arras, dans le nord de la France. La situation est désespérée. Là, je spoil, Christian va mourir. Cyrano est désespéré. Là, on a un espace entièrement consacré à cette bataille. On peut découvrir aussi, sous-peser les armes des mousquetaires, leurs techniques de combat. Et avant de passer dans l'avant-dernière pièce, qui est consacrée à l'acte 5, la révélation finale de l'amour de Cyrano pour Roxane, dans le cloître. Et enfin, la toute dernière salle de la scénographie est consacrée à la postérité de la pièce et à la carrière d'Edmond Rostand, compliquée d'ailleurs, de rebondir après un tel succès, justement, après le succès phénoménal de Cyrano de Bergerac. Donc là, nous nous sommes amusés à écrire des unes de journaux à la façon 1900 qui évoquent à la fois le triomphe phénoménal de la pièce, donné le soir du 27 décembre 1897, et qui est un succès phénoménal, mais qu'on a peine à imaginer à notre époque. Le cinéma est à peine né, et cette pièce, c'est déjà peut-être le premier blockbuster au monde, avant même l'invention du cinéma. On y découvre aussi l'impact que ce succès phénoménal a eu sur la carrière d'Edmond Rostand, et comment le fardeau de la gloire a pesé sur sa vie et sur sa production ultérieure. On y découvre aussi la postérité mondiale de la pièce, avec une évocation d'affiches, de production, d'adaptation, de publicité, parce qu'on a retrouvé Cyrano partout, dans toutes les langues, dans le monde entier. Et ça, on peut le voir dans cette dernière pièce. On peut s'étonner qu'un personnage aussi franco-français ait eu un tel retentissement dans le monde, dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Mais peut-être chacun se reconnaît ou se projette dans ce personnage complexé qui n'ose pas avouer son amour. C'est Cyrano de Bergerac est devenu une figure universelle. Eh bien, on le constate. Quand on feuillette le livre d'or, on a des témoignages d'amitié, des remerciements dans quasiment toutes les langues. Et de personnes qui sont, quel que soit le pays d'où elles viennent, familières avec la figure de Cyrano de Bergerac. Un grand merci à l'équipe du Quai Cyrano pour leur accueil. Je trouve que c'était super sympa d'en apprendre un petit peu plus sur la véritable histoire d'un des héros préférés des Français. Et en plus, ça donne envie de découvrir la ville et les environs pour profiter de cette bonne gastronomie qui, perso, m'a quand même bien mis en appétit. L'expérience Cyrano, c'est une installation qui est ouverte toute l'année, même les jours fériés, donc vraiment il y a zéro excuse pour pas y mettre au choix les pieds ou le nez, donc n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux lieux à explorer. Salut!